l'épigénétique qui va permettre à une partie de notre corps de modifier certaines fonctions. Et toutes les parties de notre corps sont concernées. C'est intéressant de savoir que si on nous a transmis une fragilité, nous pouvons agir contre pour réduire cette fragilité. Et si nous avons une fragilité, nous pouvons aussi agir pour réduire cette fragilité lorsque nous la transmettons à nos enfants. Bonjour à tous, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour ce 57e jour de mon défi, une vidéo par jour pendant 2 mois. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé sous l'angle de l'épigénétique. J'ai reçu dernièrement de nombreuses questions qui peuvent être très différentes, mais qui peuvent être réunies aussi sous cet angle-là. Vous m'avez demandé de parler un peu plus précisément de l'insuline, de parler aussi du cortisol et de l'effet du stress, de parler de l'influence du travail nocturne, des horaires décalés, de parler encore du jeûne. Des personnes m'ont posé des questions de ce genre, je jeûne et je n'arrive pas à avoir réellement d'amélioration. Alors on va essayer de résumer toutes ces choses-là, ces différents aspects, sous l'angle de l'épigénétique. L'épigénétique, c'est quoi au juste? La génétique, c'est l'ADN. On a des fois du mal à percevoir ce qu'est l'ADN, mais on arrive bien à se dire que c'est notre carte d'identité, c'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes. Mais l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? L'épigénétique, c'est la manière dont notre corps, et plus précisément dont nos cellules, vont exprimer cet ADN. Vous avez remarqué, toutes les cellules de notre corps possèdent le même ADN. Il n'y a pas un ADN spécifique aux cellules du foie, un autre aux cellules de la peau et un troisième aux cellules du cerveau. Toutes nos cellules possèdent le même ADN. Et pourtant, les cellules ne remplissent pas toutes les mêmes fonctions. Elles ont des rôles qui sont différents. C'est grâce à l'épigénétique. L'épigénétique permet à nos cellules d'avoir un ADN pour toutes les cellules et que cet ADN puisse exprimer certaines fonctions qui vont être communes à toutes les cellules et puisse aussi permettre d'exprimer des fonctions qui vont être spécifiques à une cellule, à un type de cellule. C'est aussi l'épigénétique qui permet à notre corps de pouvoir modifier certaines fonctions au niveau cellulaire. Par exemple, une personne qui consomme régulièrement de l'alcool en quantité va exprimer au niveau du foie des fonctions qui ne seront pas exprimées chez une personne qui consomme de l'alcool occasionnellement. C'est une bonne chose dans le sens que le foie s'adapte et plus largement l'organisme s'adapte à un environnement qui est agressif, qui détériore l'organisme, donc le corps se protège de cette manière-là. Par contre, si il y a l'expression de ce gène, c'est justement parce qu'il y a cet environnement qui est défavorable à la santé. Donc l'organisme s'adapte et essaye de survivre dans les meilleures conditions possibles. C'est aussi l'épigénétique qui permet à certains organes, qui n'ont pas pour fonction d'excrétion, de pouvoir se mettre à faire de l'excrétion lorsque l'organisme est saturé. J'en ai parlé dans une vidéo sur la prostate, où je vous ai expliqué que la prostate n'a pas pour fonction primaire de faire de l'excrétion. Mais cette excrétion peut se mettre en place lorsque l'organisme est en état de surmenage, de saturation depuis des années, depuis des décennies. Donc il y a l'épigénétique qui va permettre à une partie de notre corps de modifier certaines fonctions. Et toutes les parties de notre corps sont concernées. Pour comprendre comment les choses se passent, imaginons que nous avons devant nous un énorme panneau de contrôle ou une grande partition de musique. Je vais l'expliquer pour les deux parce que peut-être que l'un vous parlera plus que l'autre. Votre grand panneau de contrôle, chaque gène est représenté par un bouton sur lequel on peut activer le gène en appuyant sur 1 et inhiber le gène en appuyant sur 0. Et à ce bouton, à chaque bouton va être associé un curseur qui permet d'augmenter l'intensité de l'expression de ce gène ou de la ralentir. Prenons maintenant notre partition de musique. Vous avez une partition de musique, votre ADN, et vous êtes le chef d'orchestre. Et en tant que chef d'orchestre, pour vous adapter au mieux à votre environnement, vous allez jouer certaines notes de musique, c'est-à-dire activer certains sons. Vous allez omettre volontairement de jouer certaines autres notes.
Donc vous allez inhiber certains sons. Et ensuite, vous allez faire en sorte que le son soit très intense ou au contraire soit beaucoup plus bas, beaucoup plus doux. Et cette partition de musique, vous allez donc pouvoir la jouer de plein de manières différentes en fonction de vos besoins, en fonction des besoins donc de votre corps. C'est l'expression génétique. C'est exactement ça l'expression génétique. Ce n'est pas très compliqué. Il faut savoir maintenant que sur l'expression génétique, nous avons une influence. Et une influence qui peut être très importante. Une influence qui peut s'évaluer à hauteur de 60 à 85% selon les fonctions de notre corps. C'est quand même énorme. Donc nous pouvons réellement influer sur notre santé, influer sur le fonctionnement de notre corps, et surtout, c'est encore mieux, influer sur le fonctionnement du corps de nos enfants. C'est-à-dire que quand nous avons une expression génétique qui va être plus favorable, nous allons transmettre à nos enfants une expression génétique plus favorable. A l'inverse, quand nous avons une expression génétique défavorable, nous transmettons aussi à nos enfants cette expression génétique plus défavorable. C'est d'une manière ce qui peut aussi expliquer qu'il y a certaines choses qui sont transmises et qu'on qualifie de héréditaires, qui ne sont pas spécifiquement génétiques au sens propre du terme, parce que ce n'est pas un problème génétique majeur, mais c'est une transmission épigénétique, une transmission sur laquelle nos enfants auront une influence plus ou moins importante, bien sûr, selon leur comportement. Et la chose qui est encore plus intéressante, c'est que si vous êtes malade, vous avez un problème de santé, vous changez votre alimentation, votre hygiène de vie, et vous avez peut-être un mieux général, mais votre problème de santé reste présent. Parce qu'il y a une détérioration peut-être trop importante sur un organe. Un problème en tout cas qui ne sera pas surmonté ou surmontable par vos changements. Ce qui est quand même intéressant, c'est que vous pourrez transmettre aux générations suivantes une expression génétique plus favorable. Et donc faire en sorte que si vous avez une fragilité, cette fragilité ne sera pas transmise à vos enfants. C'est intéressant de savoir cela. C'est intéressant de savoir que si on nous a transmis une fragilité, nous pouvons agir contre pour réduire cette fragilité. Et si nous avons une fragilité, nous pouvons aussi agir pour réduire cette fragilité lorsque nous la transmettons à nos enfants. Alors maintenant, comment les choses se passent dans le corps concrètement ? Qu'est-ce qui va influencer l'épigénétique ? Nous allons avoir les hormones, comme l'insuline par exemple, comme le cortisol, la mélatonine, et de très nombreuses hormones de notre corps qui vont jouer ce rôle de modulateur, accélérateur de certains gènes, inhibiteur d'autres gènes. Il faut savoir que l'insuline, par exemple, influence l'activité de plus de 800 gènes. C'est énorme. Nous avons aussi des vitamines qui vont jouer un rôle sur cette expression génétique. Plusieurs vitamines du groupe B influencent l'expression de nos gènes. La vitamine D également. Je ne sais plus exactement, je crois que c'est 200 ou 300 gènes qui sont influencés par la vitamine D. Certains minéraux, les oméga 3, oméga 6 également, pas toujours directement, mais au niveau de leur métabolite. Donc il y a de nombreuses substances qui vont avoir une influence sur l'expression de nos gènes. Au niveau hormonal, le cortisol joue un rôle important, c'est-à-dire que selon ce que nous mangeons, selon notre environnement de vie, nous allons avoir une influence qui va être plutôt bénéfique pour notre santé ou à l'inverse qui va réduire notre manière de fonctionner, notre emprise au niveau de notre santé, de notre fonctionnement. Donc l'expression génétique s'adapte à l'environnement dans lequel nous sommes. Parce que la survie, c'est la chose prioritaire dans notre corps. Mais que se passe-t-il lorsque nous prenons artificiellement des hormones ? Parce que lorsque nous prenons artificiellement des hormones, l'environnement dans lequel nous vivons ne change pas vraiment. Par contre, nous modifions certaines choses au niveau hormonal. Par exemple, la DHEA. La DHEA, c'est l'hormone de la jeunesse. On l'a prise, c'était une mode à une période, dans certains pays ça l'est encore, et c'est une hormone qui a un effet rajeunissant. Sauf que si l'organisme est déjà dans un état d'affaiblissement, un état de fatigue, parce qu'il est trop surmené depuis des années, prendre de la DHEA va donner un effet rajeunissant. Mais qu'est-ce qui va se passer sur le corps ? On va brûler la chandelle par les deux bouts. Parce qu'en fait, l'environnement autour
l'organisme s'est adapté à cet environnement et a ralenti sa production de DHEA pour s'adapter à cet environnement et faire en sorte de ne pas trop brûler ses réserves, si on peut dire les choses comme ça, ou son capital santé, son capital vie. Et nous intervenons artificiellement avec des hormones. Et ça peut être quelque chose qui peut s'avérer très problématique. Pour revenir sur l'insuline un petit peu, puisque vous m'avez posé ces questions sur l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qu'on qualifie d'hormone anabolisante. C'est une hormone de croissance. Et vous avez remarqué, lorsque nous sommes enfants, nous grandissons. Mais à partir de 20-25 ans, nous arrivons à l'âge adulte et surtout à notre taille adulte. Donc nous arrêtons de grandir, nos organes ont atteint leur taille normale. Mais sous l'influence de l'alimentation, nous pouvons entretenir une production régulière d'insuline, d'hormones de croissance, et lorsque cette production est importante au quotidien, nous allons favoriser la croissance. Comme nous ne grandissons plus, nous allons grossir, c'est de la croissance. Nous pouvons aussi avoir l'augmentation de cancer. C'est une des conséquences liées à l'hyperinsulinémie régulière. Donc on va avoir ces problématiques-là qui interviennent sous l'effet de l'insuline. Et quand je dis sous l'effet de l'insuline, par la conséquence ou par l'influence que cette insuline va avoir sur l'expression de nos gènes. On peut également parler du cortisol. Le cortisol va aussi influencer nos gènes, influencer l'expression de nos gènes. Et c'est pour ça que nous voyons de nombreuses maladies, de nombreux problèmes de santé qui vont apparaître avec la production importante de cortisol au quotidien. Normalement, nous produisons du cortisol la journée pour être en éveil. Il y a un pic le matin, ça reste assez haut la journée, puis après ça descend pour être bas la nuit. Lorsque nous produisons du cortisol et que nous sommes en permanence 20, 30, 40% au-dessus du taux normal dans lequel nous devrions être, ça va avoir une influence au quotidien sur l'expression de nos gènes. Et par conséquent, cette influence, elle va impacter notre santé. Le cortisol va donc avoir des effets sur de très nombreuses fonctions dans notre corps. Ça va affecter le système cardiaque, ça va affecter l'état métabolique avec des problématiques de diabète, au niveau de la minéralisation, et de nombreuses autres fonctions qui peuvent être altérées par cette production importante et excessive de cortisol. Une autre hormone qui va de pair avec le cortisol, c'est la mélatonine. Donc là, je vais parler un petit peu des personnes qui travaillent de nuit, mais c'est aussi valable pour des personnes qui se couchent généralement très tard ou qui ne dorment pas la nuit, d'une manière générale, même sans être au travail. Quand on travaille de nuit, on est éveillé la nuit. Donc au lieu d'avoir un taux de cortisol au plus bas, le taux de cortisol sera au-dessus de ce qu'il est censé être en temps normal la nuit. Et ensuite, la mélatonine qui normalement est produite la nuit, lorsque nous dormons, lorsque nous sommes dans l'obscurité, cette mélatonine va être beaucoup moins produite. Résultat, au niveau de notre génétique, on va favoriser un état de surmenage, en tout cas une adaptation à une vie de surmenage, et ça va être plus compliqué de gérer le quotidien dans la durée pour l'organisme sans avoir des problèmes de santé. Et les personnes qui travaillent la nuit ont souvent des problématiques au niveau du poids, ont souvent des problématiques au niveau hormonal. On parle souvent de dérèglements hormonaux. Pourquoi un dérèglement hormonal ? L'organisme est soumis à un environnement qui ne devrait pas être le sien. Il n'y a pas un dérèglement hormonal, il y a une adaptation hormonale. Alors comment lutter contre ces problématiques ? Imaginez votre grand panneau de contrôle. Votre grand panneau de contrôle, pour que nous soyons en bonne santé, pour que vous soyez en bonne santé, il faut qu'il y ait certains gènes qui soient activés, d'autres qui soient mis en sommeil. Si vous travaillez de nuit, il faut vous dire qu'il n'y a pas que le travail de nuit qui va influencer. Le stress. Donc c'est vrai que si vous avez des responsabilités, s'il y a un rythme de travail important qui vous affecte, ça peut peser encore dans la balance du côté défavorable. Mais on pourra peut-être agir sur l'alimentation. L'alimentation va avoir un rôle important. On peut agir aussi par rapport à tout ce qui peut apaiser le stress. On peut parler de méditation, de relaxation. On peut parler également du jeûne. Donc il va falloir compenser le surmenage géré
générés plutôt par le travail de nuit, par les modifications hormonales, l'adaptation hormonale de notre corps à ce travail de nuit, contrebalancer cela pour maintenir un état favorable. C'est comme quand on fait du sport de haut niveau. Si on veut rester performant longtemps, il va falloir mettre des facteurs favorables en contrepartie du surmenage sportif. Sinon, ça ne fonctionnera pas dans le temps. On pourra être performant pendant 2-3 ans et puis après, ça va descendre. Là, le travail de nuit, c'est la même chose. Si c'est pour tenir correctement pendant 3-4 ans et puis après continuer pendant 15 ans en étant malade, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez souffrir excessivement. Je vais parler un petit peu du jeûne maintenant. Certaines personnes disent que quand nous jeûnons, nous avons une modification d'expression génétique. Mais que lorsque nous mangeons, cette modification d'expression génétique, elle n'est pas présente. Alors, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est vrai que lorsque nous sommes en abstinence totale de nourriture, il y a certains gènes qui vont s'exprimer qui ne seront pas exprimés lorsque nous mangeons. Par exemple, la cétose en état de jeûne ne sera exprimée que si on force la cétose au niveau alimentaire. Sinon, elle ne sera pas exprimée dans le quotidien d'une manière importante, si nous mangeons. Donc ça fait partie des choses qui vont être plus spécifiques au jeûne. Néanmoins, on a observé sur des animaux que si on réduit simplement l'apport alimentaire de 20 ou 30%, il y a une modification d'expression génétique et une diminution de l'apparition de nombreuses pathologies, de toutes les pathologies d'ailleurs qu'on appelle les pathologies de civilisation. Les personnes qui ne font pas un jeûne complet mais qui sont sur un allègement comme dans le cas du régime crétois, du jeûne orthodoxe, sont dans cette situation-là où on va alléger l'état de surmenage du corps, on va réduire la production d'insuline, l'organisme va modifier son expression génétique par l'insuline et par d'autres molécules, et donc nous allons avoir un résultat qui sera beaucoup plus favorable sur la durée. Donc il n'est pas nécessaire d'être en jeûne, obligatoirement hydrique ou sec, pour avoir des résultats. Maintenant, je vais répondre à la question que l'on m'a posée en me disant « je fais du jeûne et j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de résultats, des fois ça va et puis des fois ça va pas ». Et je vais aussi associer une autre chose à cette question, les personnes qui font le ramadan. Parce que j'ai des personnes qui font le ramadan et qui me disent comment faire parce que je suis épuisé à la fin du ramadan. Alors il faut savoir que lorsque nous jeûnons, nous allons permettre à notre corps d'exprimer certaines choses au niveau génétique. Mais si à côté de cela, nous contrebalançons le bénéfice obtenu par cette nouvelle expression génétique du jeûne, le bénéfice sera forcément beaucoup plus faible. Comment cela peut arriver ? Vous jeûnez, mais vous êtes stressé. Stressé par le travail, stressé par des nouvelles, par la relation avec vos proches, par un événement tout simplement qui vous affecte émotionnellement. Dans ce cas, vous allez être dans une situation où le jeûne va vous apporter quelque chose de plutôt bénéfique pour aller mieux, mais le stress va contrebalancer ça. Et parfois, ça arrive que le stress soit tellement fort que ça appuie plus que le jeûne en tant que tel. Alors dans cette situation-là, le conseil c'est de dire on arrête le jeûne. On travaille sur le stress. Moi, toutes les personnes que j'accompagne en jeûne, je les incite à travailler sur le facteur émotionnel, sur le mental, sur tout ce travail-là. Certaines acceptent de le faire, d'autres ne veulent pas, mais toujours est-il que si on ne le fait pas, il y a ce risque d'avoir un événement ou une situation, quelque facteur que ce soit, qui vous affecte au niveau émotionnel ou stress. Et comme en jeûne en plus, cette situation-là peut être amplifiée plus que dans le quotidien, si ça devient trop important, ça peut vous submerger. Maintenant, je vais parler un petit peu du ramadan également. Pendant le ramadan, on fait jeûne sec la journée. Un jeûne sec qui peut être assez long et parfois un peu difficile lorsque c'est l'été et qu'il fait chaud. Et quand c'est l'été, on mange la nuit sur une période très courte. Le problème, c'est que le plus souvent, les personnes qui font le ramadan ont tendance à faire des repas festifs et donc à avoir une prise alimentaire importante sur un temps assez court, le soir assez tard, et donc le repas qui est copieux va devoir être digéré pendant une bonne partie de la nuit. Donc déjà on se couche tard, ça veut dire moins de mélatonine qui va être produite,
Ensuite, grosse digestion la nuit, c'est-à-dire gros travail pour l'organisme. C'est comme si vous vous mettiez à marcher la nuit, hein. Concrètement c'est une activité physique, ça représente une activité physique pendant plusieurs heures. Et en plus, production d'insuline, généralement en grande quantité. Vous avez quelque chose de global qui va affecter l'expression génétique et qui fait que cette alimentation, cette surcharge alimentaire de la journée, enfin de la nuit plutôt, va contrebalancer le jeûne sec de la journée. Et au final, on finit par voir beaucoup de personnes qui, après 30 jours de ramadan, sont épuisées, plus fatiguées qu'au début, alors que normalement elles devraient avoir la pêche. C'est parce que, au niveau de l'expression génétique, on a appuyé plus sur le facteur défavorable que sur le facteur favorable. Si je vous présente tout cela par rapport à l'angle de l'expression génétique, c'est pour comprendre que c'est un tout. C'est un tout et que si vous choisissez d'agir sur l'alimentation, alors que le facteur important pour vous c'est d'agir sur le facteur stress ou émotion, vous passez à côté de quelque chose. Quand je vous parle d'avoir l'état d'esprit de la santé, c'est parce que cet état d'esprit doit vous faire comprendre que l'objectif c'est pas d'être dans l'idéal, c'est d'avoir quelque chose qui vous permette d'être équilibré et de bien fonctionner dans le temps. Imaginons vous mangez sainement et vous faites un craquage. Très bien, craquage, c'est ce que c'est, ça vaut ce que ça vaut, c'est pas génial pour le corps. Mais si à la suite de ce craquage, vous vous mettez à culpabiliser, et qu'en plus vous culpabilisez pendant 2-3 jours, mais la culpabilité que vous vous mettez sur le dos, elle va avoir plus d'impact sur votre épigénétique, d'impact défavorable sur votre épigénétique, que le craquage en lui-même. Le craquage, ça va durer quelques heures, 24 heures tout au plus. Ce que vous mettez sur vos épaules avec ce sentiment de culpabilité, vous allez le traîner peut-être pendant 2-3 jours. L'impact va être plus important que le craquage alimentaire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je me serre la ceinture. Alors je me serre la ceinture, c'est génial. Pendant 15 jours, je ne fais pas le moindre écart, je suis super rigoureux. Et petit à petit, il y a un sentiment de frustration qui commence à grimper, grimper. Vous êtes attiré par certains aliments, mais non, je vais résister parce que je suis fort. Et donc on est en violence avec soi-même. La frustration grandit. Donc cette frustration, elle va aussi favoriser une expression génétique plutôt défavorable. Et ensuite, on finit encore par craquer à nouveau. C'est pour cela qu'il est important de prendre les choses dans l'ensemble pour évoluer favorablement. Et quand je vous parle de cet état d'esprit de la santé, c'est aussi de comprendre que le plus important, ce n'est pas simplement d'agir là où vous voulez agir, c'est d'agir là aussi où vous devez agir. Si vous jeûnez, mais que vous ne gérez pas assez bien vos émotions, votre état de stress, ça pourra vous affecter. Et je sais que quand je parle de gérer ses émotions, ça affecte certaines personnes, c'est pas toujours bien perçu, ou en tout cas, c'est pas évident toujours de se dire mais comment je vais gérer mieux mes émotions. Mais ça s'apprend à mieux gérer vos émotions. Ce sont des choses qui s'apprennent et c'est vrai que ça peut beaucoup nous aider. Quand je vois des personnes qui sont aujourd'hui centenaires, j'en ai rencontré encore une il n'y a pas longtemps, qui boit son verre de vin régulièrement et plus qu'un verre quand elle fait des repas de famille, qui prend un repas normal avec du pain et du fromage, qui ne regarde pas finalement plus que ça ce qu'elle mange. Elle ne se goinfre pas en permanence, on est d'accord. Mais elle se fait plaisir. Et que cette personne centenaire, elle a la banane. Elle a connu 3 ou 4 guerres. Elle a été faite prisonnière, elle a été torturée. Et qu'en fait, tous les jours pour elle, c'est un jour de bonheur, que la vie est belle et qu'elle a la banane. Ben finalement, ça a un impact très positif sur sa santé, même si elle va boire un peu d'alcool. Et on connaît tous des gens qui sont comme ça. Et nous devrions nous inspirer de personnes comme ça. Ces personnes font peut-être moins attention à leur alimentation, mais par contre, ici, ça tourne beaucoup plus favorablement parce qu'elles sont dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Elles prennent la vie avec philosophie, comme ça vient. Et nous avons tendance à nous mettre beaucoup de choses négatives, de frustration, d'attente, de choses en tout cas qui nous pèsent parce qu'on a du mal à prendre la vie comme elle vient. Prenez soin de vous, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous retrouve demain pour ma prochaine vidéo.